dépose la première pierre de 4 nouveaux bâtiments qui coûteront à l'Agence française de développement 683 millions de francs CFA. Nous sommes le 6 août 2015, 70 ans après le bombardement de Hiroshima au Japon. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle, la Seconde Guerre mondiale, c'était en 1945. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au carnet d'audience du président de la République, le ministre de la Défense nationale du Bénin, qui est en visite dans notre pays, Théophile Robert Yarou, a été reçu en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la sécurité au Sahel. Le ministre béninois était venu s'enquérir des conditions de travail des militaires béninois déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Le ministre béninois de la Défense, à sa sortie d'audience, est au micro de Moussa Fani. Avec les échanges que nous avons eus avec le président, je pense que la situation aujourd'hui au Mali est sous contrôle et nous devons féliciter le peuple béninois, le président de la République du Mali et toutes les forces qui sont engagées dans le cadre de la MINUSMA, qui ont travaillé pour que la situation redevienne normale. C'est tout à fait, disons, exemplaire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un exemple de coopération militaire entre les pays africains, soutenu par les frères des autres pays occidentaux. Mais nous disons que aussi bien les forces béninoises, maliennes que des autres pays, nous leur disons qu'ils ont fait un bon travail sur le terrain. Et nous profitons de cette occasion pour féliciter l'ensemble des forces qui constituent la MINUSMA, ainsi que les autorités de l'ONU qui sont présentes sur le territoire malien. Le Bénin et le Mali sont deux pays frères, de par sa culture, de par la proximité, de par notre appartenance à une même région, une même sous-région. Et donc, nous avons une vision commune au niveau sécuritaire. Aucun pays aujourd'hui ne peut assurer à lui seul sa sécurité. Et donc, nous avons le devoir de travailler ensemble avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest pour assurer notre propre sécurité. Au courrier départ de la présidence de la République, ce message de félicitations du président de la République adressé au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance. Message ainsi libellé. À l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser ainsi qu'au peuple frère de Côte d'Ivoire, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réaffirmer ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays, en vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale. Je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère de Côte d'Ivoire. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères aînés, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, signée des mains du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, chef suprême des armées, a rendu visite cet après-midi aux blessés de guerre à la polyclinique des armées de Kati. Le chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keïta, était donc allé réconforter nos braves soldats et leur dire qu'ils portent haut la patrie. Il a remis des médailles aux 14 soldats hospitalisés et des enveloppes symboliques. Le président de la République a également remis des dons aux veuves des victimes avant
avant de procéder à la remise de kits complets d'un hôpital mobile, d'une ambulance et 1000 moustiquaires imprégné, tout cela d'une valeur de plus de 128 millions de francs CFA. Notre reporter Sira Bachili reviendra sur le film de cette cérémonie de ce matin au cours de ce journal. Et en attendant, lors de cette visite, le président de la République dira que l'État malien mettra l'armée dans les conditions normales pour qu'elle poursuive sa mission de défense et de protection de toute la nation. Le président de la République au micro de Sira Bachili. Monsieur le commandant suprême des forces armées maliennes, sur le chef de l'État du Mali, l'armée malienne vient de subir un acte perfide, de subir l'assassinat de presque 11 de nos hommes, en situation simplement de sécurisation de l'espace national et de protection des personnes et de leurs biens. Cet acte ignoble m'a valu d'annuler mon voyage en Égypte, où il devait faire partie aujourd'hui des nations du monde entier, convié par le président Al-Sisi, pour l'inauguration du second canal de Suez. C'est dire toute la solidarité et toute l'émotion qui sont miennes. Quand l'armée malienne était touchée, je suis touché. Et ces 11 braves, fauchés, jeunes, lâchement, dans leur mission, valait que je marque aujourd'hui, par cet acte-là, ma solidarité à l'endroit de ceux qui se battent au quotidien, qu'on oublie souvent, dans nos errements, qu'on oublie souvent. Eux ne sont pas en train d'ergoter, eux sont en train de se battre pour la République, de payer de leur vie pour la nation malienne. Cela vaut un peu de respect, cela vaut tout le respect. Il m'appartenait de le signifier de la plus haute des façons, à mon niveau, pour que nul n'en ignore. Et que l'armée sache que je suis auprès d'elle nuit et jour, que j'ai souci dans tous mes déplacements de faire en sorte de la mettre à niveau. Je l'ai promis, je le ferai. C'est un devoir d'honneur, c'est un devoir national, c'est un devoir patriotique. Quand on envoie ses enfants au front, quand on les envoie dans des missions aussi difficiles, aussi périlleuses, que dans une guerre asymétrique qui est celle que nous livrons aujourd'hui, on se doit de les mettre dans les conditions. Et je ferai en sorte de les mettre dans les conditions, Inch'Allah. Je suis venu leur dire ça aujourd'hui, en saluant la bravoure des jeunes qui ont été blessés, leur dire la solidarité de la nation, notre proximité, notre présence à leur côté, et dire à l'ensemble des forces armées de sécurité que plus que jamais, je demeure à mon poste, leur chef, soucieux d'eux au quotidien, et faisant en sorte que nul ne se sente frustré dans ses droits légitimes. Les droits des hommes sont des choses fondamentales pour moi. J'y tiens, je le dis à tous les chefs de corps, que chacun m'entende. Soyez vigilants par rapport aux droits des hommes. Moi, je serai vigilant par rapport à cela. Je serai vigilant par rapport à cela. Le degré, l'une d'appréciation première pour moi sera cela. Le soin qu'un chef de corps, qu'un chef militaire porte aux droits de ses hommes. Le souci qu'il a du confort de ses hommes. Et je pense que cela est essentiel si l'on veut recomposer l'armée malienne sur les bases qu'il affirme, brave, discipliné, patriotique, national. Cette armée doit revenir et retrouver toutes ses couleurs. Je m'emploie à cela nuit et jour. C'est mon quotidien. Voilà, madame, ce que je suis venu dire aux forces armées nationales du Mali, et en même temps que de saluer les familles de ceux qui malheureusement ne sont plus avec nous. De dire que leurs enfants n'ont pas démérité. Ils ne sont pas morts malheureusement en faisant n'importe quoi. Ils étaient au service de la nation malienne. Et cela valait, je pense, l'hommage que j'ai rendu aujourd'hui aux jeunes disparus et à ceux blessés. Voilà, madame, le sens profond de ma présence ici à Kati. Et je voudrais également en profiter pour saluer le colonel Faux et toute la direction nationale des services de santé militaires. Voilà un corps qui fait un travail au quotidien obscur, difficile, dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. Nous n'avons pas de dermatologue au Mali. Et malheureusement, souvent, on n'a pas besoin. On vient d'en perdre un éminent, professeur Sall,
C'est l'occasion encore une fois pour moi de lui rendre hommage. Il a été l'un des premiers à être formateur au niveau des forces armées du Mali. Il n'est pas aujourd'hui, c'est le lieu de lui rendre hommage. Il a servi ici à Kati, comme il le faut. Donc voilà pourquoi voici les raisons de ma présence ici à Kati, et avec beaucoup d'émotion. Et vous aurez noté également l'effort que le ministère de la Solidarité et le ministère de la Santé ont tenu à faire aussi. 1000 moustiquaires imprégnés, une tente médicalisée qui fait presque hôpital de campagne, et une ambulance également médicalisée, tout cela pour que l'on soit toujours au plus près de l'accès des soins pour les blessés éventuels. Parce que nous sommes dans une affaire malheureusement qui n'est pas près de finir. Le monde entier aujourd'hui est en butte à la barbarie, à la sauvagerie. Ce n'a pas d'autre nom. Aucune idéologie ne peut expliquer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Que l'on attente à la vie des gens qui ne vous ont rien fait, qui ne vous demandent rien, qui veulent seulement vivre en paix dans leur territoire, sur leur territoire, dans leur pays. Et cela est un droit régalien de tout être humain. Violer ce droit, c'est violer les droits fondamentaux de l'être humain. Malheureusement, le monde entier aujourd'hui est en proie à cela. Donc ce terrorisme-là qui est ambiant, qui est partout aujourd'hui, qui est surtout en vigueur dans le Sahel et dont l'armée nationale a le devoir de protection, va malheureusement nous faire encore des jours sombres. L'essentiel, c'est que nous soyons prêts et l'armée malienne est prête. Je rends hommage à tous les corps, à tous les hommes en uniforme pour leur bravoure. Ce qu'ils font au quotidien, dans la nuit, pendant que nous dormons, est insondable. On n'en a pas idée. Quand je dis cela, je pense de la forêt de Ouagadougou, truffée de terroristes, des tunnels et autres. L'armée malienne patrouille, l'armée malienne veut les extirper de là. L'armée malienne est en but partout, à chaque détour, à une mine, à une embuscade. Cela, on doit le savoir. C'est le témoignage que je voulais porter aujourd'hui pour demander que cela mérite un peu de respect. Pas de bruit, de respect. Et rendre hommage à ceux qui le méritent, qui eux méritent la patrie. Après s'être exprimé en français, le président de la République est revenu sur ce qu'il a dit en langue bamana, interview que vous pourrez suivre donc en langue bamana après ce journal. Et je vous le disais, Sira Bachili, son reportage est bien en place. Le président de la République a fait aujourd'hui un élan de compassion et de générosité aux blessés de guerre internés à l'hôpital de Kati. Les 14 soldats ont reçu des médailles, des dons ont été offerts aux veuves des victimes. Ainsi, aussi, le président de la République a mis à la disposition un hôpital mobile, une ambulance et 1000 moustiquaires imprégnés. Sira Bachili, compte rendu. Je viens vous en témoigner aussi aujourd'hui au nom de la République et de l'ensemble de notre peuple. Puisse Dieu vous réconforter et vous rétablir dans les meilleurs délais pour retourner à la défense de la patrie. Merci bien. Ce message, le président de la République a tenu à le faire passer aux blessés de guerre des opérations Badenko, Maliba et Sama. Ces blessés de guerre sont hospitalisés à la polyclinique des armées de Kati. Ces soldats victimes d'attaques terroristes se sont battus pour leur patrie. Le président de la République, chef suprême des armées, a donc remis des médailles de blessés décernées par l'armée nationale à 14 malades hospitalisés et des enveloppes symboliques pour les dépenses quotidiennes. Un geste qui a beaucoup touché les soldats. Cette visite du président de la République nous va droit au cœur. Pour moi, je n'allais pas me rétablir, mais Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Le fait de voir le président de la République me réconforte. Les veuves des victimes ont également reçu des dons de la part du président de la République. Moment plein d'émotion. Nous sommes très touchés par ce geste. Nous prions pour que cela soit un sacrifice pour les victimes. Et nous prions pour le repos de leur âme. Cet élan de solidarité s'est poursuivi par la remise de récépissés aux ayants droit des victimes tombées sur le champ de l'honneur. Ils seront donc pris en charge, ces ayants droit, pendant une année par l'Agence nationale d'assistance médicale, et le tout sous la coordination du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord.
L'armée malienne s'est ensuite vue dotée d'une ambulance tout-terrain médicalisée, de 1000 moustiquaires imprégnés d'insecticides et d'un hôpital mobile. Le tout pour un montant global de plus de 128 millions de francs CFA. Ça fait partie de l'équipement de la tente. Tout ce que vous voyez ici, regardez par exemple ça, c'est un réservoir d'eau. Un réservoir d'eau en plastique, mais c'est du matériel spécial. Qui pourrait prendre 3000 litres d'eau. Quand on est donc en campagne, il suffit de le mettre en hauteur pour avoir de l'eau au niveau de notre tente. Il y a même des douches dedans. Nous sommes chargés de leur récupération, n'importe laquelle affection. Ceux qui ont des pathologies naturelles sont traités sur place et par contre, si nous avons besoin de spécialistes pour certaines pathologies, on les réfère. Si on pouvait nous aider à l'amélioration du tableau technique, je pense que ça, avant l'acquisition d'un hôpital militaire, je pense que ça allait nous enlever une épine du pied. La polyclinique des armées de Kati travaille en collaboration avec les autres hôpitaux. Elle a une équipe de 34 agents, médecins et infirmiers. Voilà, le Premier ministre, chef du gouvernement, lui, se trouve en Égypte, plus précisément à Ismaïlia, où il a pris part à la cérémonie d'inauguration du nouveau canal de Suez. Le Premier ministre est présent, il représente le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a procédé à l'inauguration donc de l'extension du canal de Suez. Nous rappelons que la réalisation de cet ouvrage qui a duré 1 an a coûté plus de 3500 milliards de francs CFA. Le canal de Suez est considéré comme le moteur économique de l'Égypte qui devra permettre de relancer l'activité touristique. Nous aurons le reportage complet de nos envoyés spéciaux au Caire, Amadou Sankari et Brahima Koulibaly dans nos éditions futures. Ici au Mali, plus précisément dans la région de Ségou et plus précisément encore dans le cercle de Baraouli, dans 6 mois, les conditions de travail et d'apprentissage de l'administration des enseignants et des élèves du lycée de Baraouli seront améliorées. Le ministre de l'Éducation nationale et l'ambassadeur de France ont procédé hier à la pose de la première pierre de 4 futurs bâtiments qui sortiront de terre. Le projet va coûter plus de 683 millions de francs CFA et le projet est financé par l'Agence française de développement. Envoyé spécial à Baraouli, Daouda Sidiki Diarra et Abdoulaye Diarra. Un autre grand pas vient d'être franchi dans la coopération entre le Mali et la France. La pose de la première pierre de 4 bâtiments du lycée de Baraouli en est une illustration parfaite. Pour un coût total de plus de 683 millions de francs CFA, ce projet est financé par l'Agence française de développement. Ce projet d'accompagnement de la France au programme d'investissement sectoriel de l'éducation a été doté de plus de 5 milliards de francs CFA en 3 composantes. Un appui budgétaire au ministère de l'Éducation nationale de 657 millions de francs CFA. Un projet pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement secondaire et scientifique pour 1,3 milliard de francs CFA. Et la construction et l'équipement de 4 lycées dans les cercles de Baroueli et Tobignan, Djenné et Gourmaraous pour un montant de 3,2 milliards de francs CFA. Les travaux prévus dans le cadre de ce projet sont la construction d'un nouveau bloc administratif, la construction d'un bloc pédagogique 1 avec le logement du proviseur, l'équipement des salles de classe, un forage équipé. Pour cette circonstance heureuse, c'est toute la communauté scolaire qui s'est retrouvée pour être témoin de l'événement. Malgré la ténacité des professeurs de ce lycée, l'enseignement était amputé de tout ce qui était essentiel. Pas de salle informatique, pas de laboratoire, en même tout ce qui faisait du lycée un lycée réel. Le ministre de l'Éducation nationale a exprimé la gratitude du monde scolaire à la coopération française pour son accompagnement. En poursuivant ce programme d'amélioration de l'offre éducative dans l'enseignement secondaire par la réalisation d'infrastructures pour les lycées de Baroueli, Djenné, Tobignan et Gourmaraous, la France contribue de façon résolue à la construction du Mali de demain. Le lycée qui sera construit permettra d'améliorer les conditions de travail
et d'apprentissage de l'administration scolaire, des enseignants et des élèves de Barouli. Synonyme de fierté pour les populations du cercle, ce lycée aura une capacité d'accueil de 1000 places. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné de son collègue de la femme, de l'enfant et de la famille, a lancé hier à Kita officiellement les unités centres de collecte des données de l'état civil. Cette opération permet la modernisation et la consolidation de l'état civil de notre pays. Elle permet également l'établissement d'un fichier électoral fiable. Envoyé spécial à Kita, Kadija Toukone. Lancé en octobre 2008, le recensement administratif à vocation d'état civil à RAVEC est une opération très importante pour le développement de notre pays. L'objectif visé par le gouvernement est de sécuriser et moderniser le système d'état civil. Pour pérenniser cette opération, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné de son collègue de la femme, de l'enfant et de la famille, s'est rendu à Kita pour le lancement officiel des unités centres de collecte des données de l'état civil. Il s'agira de veiller à la mise en œuvre régulière des activités d'enrôlement, des activités de collecte et de transmission des données de l'état civil, dont, entre autres, l'enrôlement de nouvelles naissances, l'enrôlement de personnes non encore recensées, la correction des anomalies, la collecte des données biométriques des nouveaux majeurs, l'identification correcte du profil et de la profession exacte de la personne enrôlée et la reconstitution des liens familiaux. Les partenaires techniques et financiers sont engagés aux côtés du gouvernement pour le bon fonctionnement du RAVEC. Leur soutien à travers le projet d'aide au processus électoral au Mali, PAPEM en abrégé, est estimé à près de 6 millions de dollars US, soit près de 3 milliards de francs CFA. La tenue d'élections libres, fiables, transparentes et apaisées exige donc le renforcement des capacités nationales de l'ensemble des acteurs et des structures impliquées dans le processus électoral, en mettant l'accent sur l'établissement d'un état civil et de listes électorales fiables. Un accord de plus de 500 millions de francs CFA a été signé entre le gouvernement et le PNUD afin de pouvoir couvrir pendant 6 mois les 703 communes du Mali. Pour joindre l'utile à l'agréable et pour une bonne compréhension du RAVEC, l'assistance a eu droit à un sketch sur l'importance de ce système. Aussi, une démonstration sur l'enregistrement des personnes. Cette cérémonie a été l'occasion également de remettre des motos aux agents recenseurs. Tradition oblige au Mali, la délégation a rendu visite aux notabilités de la ville de Kita. Et de retour à Bamako, le centre de collecte de Sébékoro a reçu la visite des ministres. Ici, les problèmes majeurs ont pour nom l'électricité et la non-formation des agents recenseurs. Le ministre Maïga a donc exigé une formation rapide de ces agents. L'équipe de la commission des lois de l'Assemblée nationale vient de boucler sa série de visites dans les juridictions du pays. Dernière étape, des juridictions des grandes instances des communes 1, commune 3 et commune 4 du district de Bamako. Et dans ces communes, les difficultés sont entre autres l'insuffisance du personnel et des équipements. Voilà ce que nous dit Moussa Fané dans ce reportage. En commune 1 du district de Bamako, la deuxième salle d'audience du tribunal est transformée en magasin de scellés. Le vice-président du tribunal de la grande instance de commune 1 s'est réjoui de pouvoir souligner ces problèmes aux élus. Nous avons l'absence de véhicules de liaison comme dans beaucoup d'autres juridictions d'ailleurs. Nous avons des problèmes de matériel de bureau. Nous avons des problèmes financiers dans la mesure où le budget de fonctionnement n'est pas fond de défaut. Dans les tribunaux de grande instance des communes 3 et 4 du district de Bamako, les défis à relever sont nombreux. Le défi à relever, c'est de satisfaire le justiciable. C'est comment? C'est de lui faciliter l'accès de la justice, que ces dossiers soient traités dans un temps raisonnable, en tout cas qu'il accède à un jugement dans un temps raisonnable. La justice n'a jamais atteint 1% du budget national. Dans ces conditions, il faut convenir que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile mettre les agents dans les bonnes conditions de travail et d'attendre des résultats qu'on attend, on est en droit d'attendre. Les problèmes recensés seront remontés à qui des droits, assure le vice-président de la commission loi de l'Assemblée nationale. À travers ce qu'on a entendu, il s'agit des conditions de travail, le matériel et tout, le crédit de fonctionnement, c'est insuffisant, mais dans presque toutes les juridictions, il y a un manque notoire de personnel. Le mieux, c'est de parer vraiment au plus vite à ces insuffisances pour le bon fonctionnement même de l'institution judiciaire. Le palais de justice de la commune 3 du district de Bamako
regroupe à son sein les tribunaux de grande instance, celui du travail et le pôle économique et financier de Bamako. L'Union pour la République et la démocratie, URD, juge inappropriés les propos du ministre en charge de la communication. Le porte-parole du gouvernement a réagi hier soir au communiqué du parti de la poignée de main qui dénonçait les vacances du gouvernement. Les responsables de l'URD ont rencontré ce matin la presse pour exprimer leur mécontentement. Pour le premier vice-président du parti, ce n'est pas au gouvernement de décider de l'opportunité ni du contenu des critiques de l'opposition. On fait le point avec Bourama Traoré. C'est ce communiqué qui a mis le feu aux poudres. Un communiqué publié le 3 août 2015 par l'Union pour la République et la démocratie URD, dans lequel les principales partis de l'opposition dénoncent les vacances du gouvernement. Extrait choisi. Le gouvernement de la République du Mali, après avoir informé l'opinion nationale et internationale de cette attaque terroriste intolérable, a décidé immédiatement, sans faire le deuil de nos braves soldats disparus, de partir le même lundi 3 août 2015 en vacances. Le gouvernement a réagi à ce communiqué ce mercredi dans une déclaration du ministre en charge de la communication. C'est pour répondre à la déclaration du gouvernement que les responsables du parti ont rencontré la presse, principal animateur, le premier vice-président de l'URD. Le professeur Saligou Sanouko s'est dit surpris des propos du porte-parole du gouvernement. C'est avec une grande surprise, voire une stupeur, que nous avons entendu les propos du gouvernement par la bouche de son porte-parole, qui s'est adressé à notre parti en des termes que nous jugeons inappropriés. Face à la presse, le premier vice-président de l'URD persiste et signe. Son parti, dit-il, a toujours condamné les actes terroristes et demandé l'équipement adéquat des forces armées maliennes. Voilà, une fois de plus, une grosse gaffe du gouvernement. Pour nos gouvernants, reconnaître une faute ou une erreur est synonyme de catastrophe. Le conférencier réagit aussi à l'inopportunité du communiqué de l'URD dénonçant les vacances du gouvernement. Pour lui, l'opposition est bien dans son rôle. Il faut que le gouvernement sache que ce n'est pas lui qui décide de l'opportunité et du contenu des critiques de l'opposition. Nous ne serons pas une opposition bénévole. L'opposition, conclut le premier vice-président de l'URD, continuera à dénoncer, critiquer et à faire des propositions pour la consolidation de la démocratie malienne. Au chapitre des réactions suite aux attaques lâches, barbares et meurtrières perpétrées par des djihadistes en rupture de ban, le centre malien présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, demande aux forces internationales de charger de la sécurisation et de la stabilisation de notre pays, de prendre toutes leurs responsabilités pour la réussite des missions à elles confiées par la communauté internationale. La troisième cohorte du projet d'appui aux jeunes entrepreneurs Pagenieta est à terme dans les régions de Caille et Sikasso. La cérémonie de clôture a eu lieu aujourd'hui même au Centre international de conférences de Bamako. Environ 6000 personnes ont bénéficié du projet. Reportage signé Salimata Ndao. Le projet d'appui aux jeunes entrepreneurs Pagenieta, lancé en 2010, tire vers sa fin. Menée en 3 phases dans les régions de Caille, Kolikoro, Sikasso et Tombouctou, l'initiative avait pour but d'aider 10 000 jeunes non scolarisés et déscolarisés en milieu rural, âgés de 14 à 25 ans. La troisième cohorte a pris fin dans les régions de Caille et Sikasso et a concerné environ 6 000 personnes. Le projet a pu offrir aux jeunes des opportunités de lancer leur propre micro-entreprise dans leur village et d'apprendre à résoudre des problèmes de développement sur place. Ils se sont lancés dans les activités génératrices de revenus porteuses dans les secteurs agro-pastoral et métiers de services et d'artisanat. Pagenieta est financé par le peuple américain à travers USAID à hauteur d'environ 15 milliards de francs CFA pour aider les jeunes maliens et maliennes
à devenir davantage engagés sur le plan civique et économique au sein de la communauté. Pour le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, Pagneta est un facteur de réduction de l'exode rural. Si nous arrivons à fixer les jeunes ruraux dans leur localité en leur offrant plus d'opportunités d'emploi et d'auto-emploi, nous permettons de gérer à la fois les questions d'exode rural et de migration. Le projet est en train de prendre fin et je suis triste qu'on n'ait pas pu trouver les ressources tout de suite pour pouvoir poursuivre. C'est pour ça que j'ai engagé au niveau du département un effort volontariste pour pouvoir mobiliser d'autres partenaires et continuer un projet qui marche. Un film sur les réalisations du projet a été projeté, des témoignages livrés par les bénéficiaires et la remise des attestations aux volontaires ont mis fin à cette cérémonie de clôture de la cohorte 3 de Pagneta. Les travaux de l'atelier sur le genre leadership pour la gestion des conflits à l'intention des femmes leaders du Mali ont débuté mardi dernier ici à Bamako. L'atelier est organisé par l'Association de coopération et de recherche pour le développement ACCORD en partenariat avec ONU Femmes et l'ambassade du Japon. Compte rendu signé Sokona Kamisoko. Elles sont venues de plusieurs associations et groupements féminins pour prendre part à cette rencontre de 5 jours. Une rencontre organisée par l'Association de coopération et de recherche pour le développement ACCORD. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'appui au renforcement des capacités des femmes de Gao et du district de Bamako. La signature des accords de paix issus du processus d'Alger et l'élaboration du plan d'action national de la résolution 1325 constituent des opportunités politiques et institutionnelles pour les femmes du Mali pour s'engager de façon plus soutenue dans les initiatives de paix au niveau local, national et même régional. La présidente de la plateforme des femmes leaders accorde un intérêt particulier à cette session de formation. Les thèmes sur le leadership et le genre viendront en appoint pour consolider nos aptitudes afin de mieux participer à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger qui, nous y croyons, réunira toutes ces filles et fils du Mali. L'atelier a été possible grâce au soutien de l'ONU Femmes et de l'ambassade du Japon. ONU Femmes, en tant qu'entité des Nations Unies, œuvrant pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, a toujours accompagné les femmes maliennes dans tout ce combat de recherche de la paix, aussi bien au Mali que dans beaucoup d'autres pays qui connaissent les crises comme ici au Mali. Au cours de cette formation, les participantes seront édifiées sur le contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation, le rôle des femmes dans la résolution des conflits et des enjeux de la résolution 1325. À Sikasso, dans la filiale sud de la CMDT, l'espoir est permis pour une campagne agricole reçue en dépit des difficultés de départ d'installation des pluies. L'état végétatif des cultures est de plus en plus satisfaisant. C'est le constat qui se dégage de la mission de supervision du développement du département du développement rural, mission comprenant la CMDT et l'APECAM. On fait le point avec Daouda Djakiti. Les villages de Mamissa dans la zone de production des Antebougou, un secteur de Koumantou, et de Golasodé dans le secteur de Kenya ont constitué les étapes de la mission de supervision du ministère du Développement rural, conduite par son secrétaire général, accompagné par une forte délégation de l'APECAM, de la CMDT et de l'OHVN dans la filiale sud en 3e région. Sur les parcelles visitées, la physionomie des cultures est jugée satisfaisante et les traitements se poursuivent avec les engrais fournis sans difficulté, rassurent les producteurs. Ce problème pour nous, c'est déjà liquidé, c'est classé, parce que nous avons déjà utilisé nos engrais. La végétation est très bonne. Et on a aussi utilisé sur le maïs, là, il n'y a rien d'anormal. Depuis le démarrage de la campagne, la direction générale nous a confié des objectifs. Il s'agit de produire 250 000 tonnes de coton, graines, et 775 000 tonnes de céréales sèches pour la filiale sud, c'est-à-dire la filiale sud Bougouni et Sikassou. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement, on peut dire que les objectifs sont presque atteints. Les différentes rencontres à Bougouni et Sikassou ont permis au cadre des structures techniques d'entretenir les producteurs sur les sujets d'importance, entre autres, le programme des 1000 tracteurs, le fonds d'appui à l'agriculture, le contrôle de qualité des engrais qui a suscité beaucoup de rumeurs, le processus de renouvellement de l'APECAM, sans oublier la politique de promotion des pôles de croissance économique agropôles.
L'enseignement fondamental que nous tirons, c'est d'abord d'être très vigilant dans la gestion des intrants en général et particulièrement de l'engrais. Le peu qu'on a, il faudrait que nous puissions gérer ça de façon judicieuse pour que les producteurs et le niveau de la production recherché par le gouvernement, cela puisse être atteint. Je rentre vraiment confiant. À toutes les préoccupations relatives à l'extension de la subvention aux équipements, la fixation du prix de coton, entre autres soulignés par les producteurs au cours des échanges, des réponses ont été données. Paysans et cadres techniques du système coton de la filiale Sud CMDT se sont engagés à jouer toutes leurs partitions pour l'atteinte des objectifs. Le président de la Chambre des mines du Mali lui continue ses rencontres avec les responsables miniers et les orpailleurs dans la région de Kaé. Le complexe Loulo-Gunkoto est la troisième étape de cette visite. La Somilo, société minière de Loulo, a injecté en 10 ans 1009 milliards dans les caisses de l'État avec une production mensuelle de près de 1000 tonnes de minéraires. Envoyés spéciaux, Mariam Sagara et Sidi Modibo Dambeli. Pour les responsables du complexe Loulo-Gunkoto, le rôle de la Chambre n'est pas connu de tous à cause d'un manque total de communication. Cette Chambre des mines, elle est en place depuis quand même un peu 2 ans, plus ou moins. Donc pendant ces 2 ans, on n'a pas vu la Chambre pour partager nos préoccupations et nous allons espérer que cela va continuer et que nous serons amenés à communiquer constamment sur l'ensemble des défis auxquels le secteur minier est confronté. Au cours des débats, des échanges riches et explicites ont permis de tirer des conclusions pour la gestion commune des difficultés et handicaps qui entravent la bonne marche des activités minières dans la région de Kaye. Le vrai développement, c'est l'économie et c'est l'industrie minière. Dieu a donné la force à l'homme de maîtriser la nature, de maîtriser les hommes, de maîtriser les animaux. Et cela a été démontré par cette visite de la mine souterraine de Gara. Et je suis très satisfait du travail abattu par Rangol qui fait de bonnes choses. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que tous les travailleurs, tous les cadres sont des Maliens. C'est extrêmement important. Créée par la volonté politique du gouvernement, cette chambre est le trait d'union entre l'État malien et tous les exploitants miniers, industriels et traditionnels. À Loulo, de nos jours, les mines souterraines sont quasiment gérées par les nationaux. Ce sont ces jeunes ingénieurs qui, à des centaines de mètres sous le sol, relèvent le défi sans la supervision des expatriés. On est actuellement dans la mine souterraine de Gara, et précisément au niveau 40 qui est à 180 mètres sous sol. Et on est à côté de notre tapis d'acheminement du minerai vers l'usine. Et la mine est aujourd'hui jusqu'au niveau 380, ce qui fait à peu près 450 mètres sous terre. Et on mine à peu près 95 000 tonnes de minerai par mois. La société des mines de Loulo, Somilo, a de 2005 à 2015 versé dans les caisses de l'État 1009 milliards de francs CFA. À cette somme s'ajoutent les apports à la communauté voisine pour le développement socio-économique. Mariam Sagara. Chiffre d'affaires en augmentation pour la Société malienne de gestion de l'eau potable, Somagep SA. Un accroissement porté à 22 milliards de francs CFA contre 20 milliards en 2013. La session de la 12e session du conseil d'administration de la société s'est également penchée sur le projet de renforcement des capacités opérationnelles de la société avec la mise en service de la station de Kabbalah, et cela en 2017. Compte rendu Abdoulaye Diarra et Moïse Traoré. La mise en service de la station d'eau potable de Kabbalah est programmée pour 2017. La réalisation du projet d'alimentation portera la production à 458 000 mètres cubes par jour, soit 169% de taux d'augmentation. Ce projet, qui est un programme structuré et complet, conduira à terme à l'amélioration de la performance des réseaux, des détections et de gestion des fuites, et d'atteindre l'efficacité commerciale, notamment au niveau du comptage et de la gestion de la clientèle. La 12e session du conseil d'administration de la Société malienne de gestion de l'eau potable, Somagep SA, se penche sur son projet de renforcement de capacités opérationnelles. L'état d'exécution du budget 2014 est également au cœur des débats. Ainsi,
le chiffre d'affaires réalisé en 2014 s'établit à 22,126 milliards de francs CFA contre 20,767 milliards de francs CFA en 2013, soit une augmentation de 6,54%. Cette augmentation s'explique par la hausse des volumes d'eau produits et a entraîné une augmentation des ventes de 7,84%. Changement de gouvernance d'entreprise après 4 années de fonctionnement. L'Assemblée générale du 12 février dernier a décidé l'abandon de la formule PDG au profit de celle de PCA-DG. Donner un enseignement de qualité aux enfants est un engagement de l'ONG Right to Play. Les responsables de l'ONG avec leurs partenaires sont dans un forum d'échange sur le programme quinquennal élaboré. On fait le point avec Adama Koulibaly. Right to Play est une ONG qui travaille avec les enfants. Le cadre choisi par l'ONG pour rencontrer les enfants est l'école. Les missions de Right to Play consistent à améliorer la qualité de l'éducation des enfants. Le sport et les jeux sont les supports pour former et renforcer les capacités psychologiques des enfants à surmonter les conséquences de la pauvreté, les conflits et les maladies épidémiques dans les communautés défavorisées. Right to Play s'est inspiré des forces et des besoins exprimés par les parties prenantes pour proposer un programme de 5 ans afin de soutenir le ministère de l'Éducation dans ses efforts d'amélioration de la réussite scolaire, incluant la participation des filles et des garçons âgés de 2 à 15 ans dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako. L'ONG Right to Play, présente chez nous depuis maintenant des années, travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Les responsables de l'ONG avec leurs partenaires échangent sur les activités prévues dans les 5 prochaines années, appelé programme quinquennal qu'il faut valider. Le programme sera soutenu par les partenaires à hauteur de près de 10 milliards de francs CFA, dont plus d'1 milliard pour les activités au Mali sur 2 ans, entre 2015 et 2017. Les opérateurs téléphoniques ont fixé le délai du 15 août 2015 aux revendeurs de cartes pour liquider leur stock. Estimant cette date très proche, ces revendeurs ont organisé une conférence de presse pour partager leurs préoccupations avec les médias. Dans leur message, ces revendeurs sollicitent une prolongation pour minimiser le dégât que cette mesure va leur porter. Compte rendu, Mamourou Sidibé. Fait signe que l'élément de Mamourou n'est pas en place. Allons directement à la page sport de ce journal. L'Union des journalistes de sport du Mali a organisé une tribune sur les Jeux africains Brazzaville 2015. À travers cette activité, l'Union des journalistes sportifs du Mali voulait offrir l'opportunité au monde du sport à s'imprégner de l'état des lieux des Jeux africains et surtout comprendre les dispositions prises par le Congo, pays organisateur pour ces Jeux africains. La tribune a été animée par Jean Lounana Kunta, qui est le directeur général des Jeux africains Brazzaville 2015. On fait le point avec Aldjouma Tina. L'Union des journalistes des sports du Mali s'active à l'exécution de son programme d'activité. Après le séminaire sur le marketing sportif et droit TV, revoilà l'UGESMA organisé une tribune consacrée aux 11e Jeux africains prévus du 4 au 19 septembre prochain à Brazzaville au Congo. Permettre au monde sportif malien de s'imprégner de l'état des préparatifs des Jeux africains, les Jeux du cinquantenaire, auxquels le Mali sera représenté par 10 disciplines sportives, c'est l'objectif qui a motivé l'UGESMA qui reste fidèle à ses idéaux. Nous avons initié cette tribune pour informer et coller à notre slogan qui est intitulé « Une presse engagée pour la promotion du sport ». Devant cela en marge des Jeux africains du cinquantenaire. Au Mali, on se souvient de Brazza 1965. Donc, Brazza, c'est le berceau des Jeux africains. L'occasion était ainsi opportune pour le directeur général du comité d'organisation des Jeux africains 2015, Jean Lounana Kouta, de se réjouir de cette tribune, pour qui elle permettra à l'événement d'avoir plus de visibilité et d'engouement. Nous avons donc répondu à cette invitation qui, pour nous, est une occasion de nous faire entendre à travers l'Afrique, parce que nous savons que l'entretien que nous aurons ici aura un écho sur les autres médias de l'Afrique. C'est donc pour nous une occasion de venir rassurer non seulement le peuple malien, mais aussi tous les sportifs africains.
Appelés aussi Jeux panafricains, les Jeux africains sont une compétition multisport disputée tous les 4 ans. Organisateur des premiers Jeux africains en 1965, le Congo, après 50 ans, s'apprête à abriter la 11e édition, dénommée les Jeux du cinquantenaire. Tout un symbole. 21 disciplines sportives, entre autres le football, l'athlétisme, la boxe, la natation, ont été retenues. Espace de dialogue et d'échange, cette tribune a permis de revisiter le passé avec certains acteurs des premiers Jeux Brazza 65. Retour des premiers Jeux africains de Brazzaville, le bon souvenir que j'ai été voir le président Modibo Keïta à Koulouba. J'avais de l'argent en poche, je lui ai donné 3 millions pour que Modibo m'achète un terrain. Parce que moi je repartais sur Bordeaux où j'étais encore étudiant et puis j'étais également joueur footballeur au Girondins de Bordeaux. Le président Modibo Keïta a décliné mon offre. Il dit non, Karunga, tu ne vas pas acheter un terrain. Je veux donner un terrain à tous ceux qui ont brillé à Brazzaville 65. Et c'est comme ça qu'il nous a donné tous un terrain à Tomigrobougou dans une qu'on appelle la zone des sportifs. Pour ces Jeux du cinquantenaire, plusieurs autres activités sont prévues, à savoir les activités scientifiques, culturelles, économiques, sociales et environnementales. Le Mali s'est qualifié pour les demi-finales de l'Afro-Basket masculin de moins de 16 ans après sa victoire 76-34 face au Maroc. L'Égypte s'est imposée 93-85 devant la Tunisie. L'Algérie a battu l'Afrique du Sud 62-41. Enfin, l'Angola a gagné 79-48 contre le Nigeria. En demi-finale, donc, demain, le Mali jouera contre l'Algérie. C'est à 16h. Et à 18h, l'Égypte affrontera l'Angola. Les deux matchs sont à suivre en direct sur cette même chaîne. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Juste après moi, vous pourrez suivre l'interview que le président de la République a accordée à Sira Bachili. Je le rappelle, le président de la République a rendu visite ce matin aux blessés de guerre internés à l'hôpital de Kati. Voilà, version maintenant de l'interview que le président a accordé à Sira Bachili en réaffirmant la position du Mali vis-à-vis de l'armée. L'armée sera mise dans toutes les conditions normales pour poursuivre sa mission de défense et de protection de toute la nation. Le chantier de la réhabilitation du patrimoine culturel endommagé au nord du Mali, c'est le titre des magazines que vous pourrez suivre après ce journal. Le film est une production du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme en collaboration avec l'UNESCO. Voilà, c'est donc tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, ce sera une présentation de Rachel Tessougué et Khadija Toukone prendra le relais pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous nos téléspectateurs de Douanza, de Tenenkou, de Youarou.